Très bien. Mes chers collègues, notre mission d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales poursuit donc ses travaux en accueillant des représentants des laboratoires Pierre Fabre. Monsieur Michaël Danon, directeur général adjoint en charge des affaires économiques, du juridique, des affaires réglementaires, de la qualité et de l'information médicale. Madame Fabienne Allard, directrice de la marque Nature Active. Enfin, Monsieur Bernard Fabre, directeur du pôle actif végétaux. Nous vous remercions, Madame, Messieurs, de vous rendre disponibles pour apporter l'éclairage d'une entreprise comme la vôtre aux travaux de notre mission. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une retransmission en direct sur notre site Internet. Elle a été ouverte à la presse ainsi qu'au public. Je vous cède d'ores et déjà la parole pour environ une dizaine de minutes avant de laisser la place aux échanges avec notre rapporteur Joël Labbé et les membres de la mission. Monsieur Danon, je vous donne la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci d'abord au Sénat de nous donner l'opportunité de présenter le groupe Pierre Fabre et nos activités dans le domaine qui fait l'objet de votre mission. Nous avons envisagé de vous rappeler brièvement quelques éléments sur l'histoire du groupe Pierre Fabre, parce que je pense que c'est utile par rapport à l'objet de votre mission. Nous parlerons du marché des médecines naturelles, notre activité dans le domaine des plantes avec Nature Active, et puis enfin nos préoccupations sur un certain nombre de sujets de nature juridique. Alors, quelques mots à propos du groupe Pierre Fabre. C'est une très belle histoire, c'est l'histoire d'un pharmacien, Monsieur Pierre Fabre, qui, à partir de son officine située au centre de Castres, avait une âme d'entrepreneur et, je dirais, une passion pour tout ce qui était botanique, et qui a souhaité développer, à partir de son officine, une activité commerciale. Et aujourd'hui, le groupe Pierre Fabre est un groupe qui représente 14 000 collaborateurs dans le monde entier et un chiffre d'affaires de 2,5 milliards. Donc voilà une belle histoire, et avec en plus une spécificité, c'est que M. Fabre, qui n'avait pas d'héritier direct, a souhaité de son vivant léguer l'ensemble de sa fortune, et donc le groupe qui porte son nom, à une fondation reconnue d'utilité publique. Et donc à son décès en 2013, l'ensemble du groupe est passé sous le contrôle d'une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui a permis de préserver l'intégralité de l'entreprise, et qui fonctionne donc dans ce cadre juridique très particulier, qui est tout à fait intéressant, puisque c'est une entreprise qui, bien sûr, n'est pas cotée en bourse, qui n'est pas obsédée par les résultats du court terme, qui peut investir dans le long terme. Et par ailleurs, nos résultats sont réinvestis dans un certain nombre d'actions caritatives menées par la Fondation, notamment dans la région du Sud-Est asiatique et en Afrique noire, notamment autour des professionnels de santé. Alors, cette action s'adresse notamment aux professionnels de santé avec un axe particulier dans la lutte contre la drépanocytose, qui est une pathologie qui concerne beaucoup d'enfants et d'adultes dans les pays du tiers-monde. Autre particularité du groupe Pierre Fabre, nous avons une activité extrêmement large qui va, je dirais, du médicament aux cosmétiques et aux produits de médecine naturelle. Dans le domaine du cosmétique, je pense que les consommateurs français et mondiaux connaissent bien un certain nombre de nos marques, que je voudrais juste rappeler: Avène, Ducray, Chlorane, Galénic, Elancide, beaucoup de ces marques qui sont construites autour de produits naturels, et j'y reviendrai. Monsieur Fabre était extrêmement attaché à sa région d'origine, et donc beaucoup de nos activités, beaucoup de nos équipes sont basées dans le sud-ouest, soit sur Castres, soit sur Lavore, soit sur Toulouse, que ce soit des sites de production, des sites de recherche et développement. Donc nous avons une bonne partie de notre activité qui est concentrée dans le sud-ouest de la France. Mais bien évidemment, au-delà du marché français, nous avons depuis longtemps souhaité nous tourner vers l'international. Nous commercialisons nos produits dans plus de 45 pays, et nous avons implanté un certain nombre de sites d'innovation cosmétique, un notamment au Japon il y a 3 ans, et nous en ouvrons un nouveau au Brésil l'année prochaine. Comme je vous le disais, M. Fabre était extrêmement attaché à l'utilisation de l'actif végétal pour innover, et l'actif végétal est véritablement au cœur de l'ADN du groupe.
40% des produits de notre chiffre d'affaires ont un principe actif issu des plantes, et le premier produit qui a été commercialisé par M. Fabre, le Cyclo 3, qui est un vénotonique, a été fabriqué à base de petits houx, et ça a été le premier succès commercial de l'entreprise. Cette passion autour des plantes a conduit M. Fabre à décider la mise en place d'une échantilliothèque de plantes, où nous avons plus de 18 000 échantillons, et ça en fait la première échantilliothèque de droit privé au monde. Comme je vous le disais, beaucoup de nos produits, que ce soit des médicaments ou des cosmétiques, sont issus de plantes. Vous avez sur cette diapositive quelques exemples de produits de notre marque René Futéraire, de notre marque Aderma, dont les produits sont entièrement fabriqués à partir d'avoine, de chlorane, de dentifrice, et bien sûr, on pourrait également donner des exemples dans le domaine du médicament, où nous avons un certain nombre de produits en cancérologie qui ont été développés à partir d'actifs végétaux. Alors, je reprends la parole. Je vous ai vu réagir un peu, même si effectivement je travaille sur le végétal, même si je porte le même nom que notre président, je le connais, familial avec. L'entreprise, comme l'a dit Kayana, a été fondée sur le végétal, et effectivement aujourd'hui nous l'accompagnons. Pardon. Je vous remercie. Aujourd'hui, cette culture dans le végétal, nous l'avons exprimée autour d'un vocable qui est Botanical Expertise, et qui est une démarche d'entreprise qui est fortement empreinte de développement durable. Elle s'articule autour de 4 piliers: préserver, respecter, garantir et innover. Les 2 premiers piliers, préserver et respecter, relèvent de ce développement durable. Quand nous travaillons sur une plante, nous le faisons dans une logique de préservation de la ressource de cette plante, mais également de la biodiversité dans son ensemble. Pour ce qui est de respecter, nous avons effectivement, quand nous passons des contrats avec des agriculteurs, nous le faisons dans une démarche de développement durable, et nous sommes dans le respect des contrats que l'on peut avoir avec ces agriculteurs ou avec ces récoltants. Les 2 autres piliers, garantir, innover, relèvent beaucoup plus de notre culture pharmaceutique. Garantir, c'est garantir l'efficacité des produits en dosant le principe actif, c'est garantir également la qualité de ces produits en installant toute une série de contrôles, comme je vous le dirai un peu plus tard, et en particulier en regardant tout ce qui est contaminant et en pouvant évaluer s'il y a lieu la présence de ces contaminants. Et enfin, innover, là aussi une démarche pharmaceutique, puisque nous avons une recherche aussi bien en botanique qu'en pharmacognosie, en pharmacologie. Ce qui est important de souligner, c'est que toute cette démarche, ces valeurs-là, s'établissent sur toute la chaîne, toute la phytofilière. Nous avons chez Fabre 200 hectares de plantes que nous cultivons. Nous sommes dans une logique de recherche aussi bien agronomique qu'au niveau des produits. Nous cultivons les plantes, donc comme je vous le disais, c'est-à-dire que nous sommes dans une production végétale, mais également nous avons notre propre usine d'extraction. Et enfin, ces extraits, nous les valorisons dans des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Donc, nous contrôlons toute cette filière, et donc une traçabilité parfaite. Et au-delà de ça, nous examinons et nous faisons des contrôles à tous les maillons de cette filière pour assurer ce que je vous disais, cette qualité des produits en termes de qualité, en termes d'innocuité et d'efficacité. Quelques mots-clés et quelques exemples autour de ces 4 piliers. Nous avons, sur les 235 espèces de plantes ou plantes que nous travaillons, nous avons la quasi-totalité qui sont sans impact sur la ressource végétale. Il nous reste 2 plantes à traiter, dont une la gentiane, pour laquelle nous avons des activités. Nous aurons une autre plante, car nous sommes dans une logique de progrès. Nous avons traité tout l'historique pour justement, comme je vous le disais, préserver ces ressources-là. 90% de nos plantes que nous utilisons dans notre usine d'extraction sont au pire issues d'une agriculture raisonnée et au mieux une agriculture biologique. Nous avons 79 plantes issues de cette agriculture biologique, et les 200 hectares que nous cultivons sont 200 hectares biologiques, et bien sûr, nous exerçons ce mode de culture sur l'ensemble de nos cultures. Nous avons également un souci de valorisation des coproduits, puisque 95% des plantes que nous travaillons dans notre usine sont valorisées, bien sûr, par l'extrait, mais également, soit les résidus sont valorisés soit sous forme de compost, soit pour alimenter une chaudière
qui alimentent en énergie nos usines de production. Et enfin, je répète que nous avons une collection privée de 18 000 espèces végétales qui nous permettent justement de travailler et d'avoir une innovation forte. La dernière slide, c'est en fait donner un focus sur un site qui est iconique chez nous et qui est emblématique de ce que l'on fait, c'est le Conservatoire botanique. Nous avons réalisé un conservatoire botanique et nous l'avons créé en 2001. Bien sûr, ce conservatoire a une fonction de conservatoire puisque 700 espèces y sont cultivées et dont 30% sont protégées. Et nous avons également une activité de recherche dans ce conservatoire. Pas seulement ce souci de conservation de la biodiversité, nous l'avons au sein de ce conservatoire, mais également sur un autre site situé à Madagascar, où nous avons créé un arboretum à Rampitch, dans lequel nous cultivons 342 espèces, dont 76. Donc vous voyez, cette entreprise qui couvre tout le champ de cette filière, qui a un souci d'efficacité, de garantir un souci pharmaceutique, mais également un souci de développement durable dans les produits et dans les actions que nous menons. Merci. Je vais vous parler du marché des... S'il vous plaît. Merci. Je vais vous parler du marché des médecines naturelles. C'est un marché qui est en forte croissance à l'échelle internationale, puisque vous le voyez sur cette slide, la croissance mondiale est de 6%. Quand on raisonne sur les compléments alimentaires, et plus d'un tiers de ces ventes sont faites par des produits à base de plantes, qui sont eux aussi en forte croissance, quelle que soit la géographie dans le monde. Donc c'est vraiment une demande de fond assez universelle auquel nous avons vocation aussi à contribuer. L'innovation produit est très importante dans cette progression. En France, le marché des produits de santé ou de beauté naturelle est un très gros marché également, puisqu'il représente plus de 3 milliards d'euros. Si on se concentre sur la partie complément alimentaire, qui est plus facile à tracer, nous avons aujourd'hui un marché qui fait plus de 1,8 milliard, en forte croissance également, puisqu'il est en progression de 8,5% en pharmacie et parapharmacie. Ce circuit étant le circuit principal de commercialisation pour ces produits. Les produits de type complément alimentaire sont également, ou santé naturelle, sont également commercialisés à distance en e-commerce, dans des circuits spécialisés ou en GMS, mais avec une croissance plutôt stable, donc pas de croissance. Je l'ai dit, les compléments alimentaires à base de plantes sont un des segments en plus forte croissance, il est à plus 13%. Alors, c'est une catégorie qui est encore assez compliquée pour le consommateur, puisqu'il y a différentes catégories de produits qu'on peut qualifier comme étant des produits de santé à base de plantes. Il y a des compléments alimentaires, il y a de la phytothérapie, il y a de l'aromathérapie. Vous avez les tendances ici qui sont toutes très positives, mais c'est également des statuts réglementaires extrêmement différents. Donc, certains des produits sont classés comme des médicaments à base de plantes avec un statut sous AMM, autorisation de mise sur le marché. Certains sont des dispositifs médicaux, d'autres sont des compléments alimentaires, d'autres sont des substances à diffuser dans le cadre de l'aromathérapie ou peuvent être des cosmétiques. Donc, évidemment, une complexité réglementaire et des référentiels à chaque fois très différents qui sont à maîtriser. Qui est le consommateur de médecine naturelle? Aujourd'hui, c'est plus une niche. Plus d'un quart de la population des foyers français sont acheteurs de médecine naturelle. Si on raisonne même au sens très large, en incluant l'homéopathie ou l'acupuncture, c'est pratiquement la moitié des foyers français. Ce sont essentiellement des femmes qui passent la quarantaine et qui sont dans une catégorie socio-professionnelle moyenne supérieure. Un tiers d'entre elles achètent plus de 75% des produits. Donc ce sont des consommatrices qui très vite font un choix de vie différent et optent pour une alternative à la médecine classique avec une exigence très importante puisqu'elles vont passer énormément de temps à rechercher de l'information et à se documenter. Je l'ai dit, la pharmacie est le premier circuit dans lequel elles achètent pour une raison très simple, qui est qu'elles ont besoin de conseils et d'orientation. Ce sont des médecines assez compliquées à utiliser, donc elles vont y chercher du conseil et également une garantie d'efficacité. Les critères de choix pour choisir une marque ou un produit sont évidemment le prérequis de naturalité garantie, mais également la sécurité. Donc la notion de transparence est très importante pour nos consommatrices. Et enfin, l'efficacité. Je dirais que le prix n'arrive qu'en position secondaire.
elles sont très influencées déjà par les professionnels de santé. Ce sont principalement les docteurs et les pharmaciens qui leur apportent cette information ou ce conseil, mais elles vont aussi chercher des conseils auprès des proches ou dans des publications ou sur Internet. Nature Active, qui est donc l'activité de médecine naturelle au sein des laboratoires Pierre Fabre, est une activité qui a été créée il y a 30 ans déjà par Pierre Fabre. Nous l'avons souligné, c'est un pharmacien et un botaniste, ce qui représente en soi la mission que l'on s'est donnée sur cette gamme, c'est-à-dire à la fois des produits qui ont une véritable essence et ADN dans le végétal et qui partent de la connaissance fondamentale des plantes, mais également des produits qui garantissent une sécurité et une véritable efficacité qui s'appuient sur de la recherche. Notre gamme est très large puisque nous avons à la fois des compléments alimentaires, de la phytothérapie, qui est même le point de départ de cette gamme, et de l'aromathérapie, ce qui permet aussi une véritable personnalisation du conseil par le pharmacien et une synergie entre les effets à moyen terme ou en cas de traitement aigu par l'aromathérapie. Donc vraiment une offre complète. Les compléments alimentaires répondant plutôt à des besoins pour des consommatrices moins averties qui vont chercher des produits ayant une destination beaucoup plus simple pour elles. L'activité Nature Active repose sur 3 atouts principaux, outre sa gamme très large. Le premier atout, c'est la qualité et la technicité pharmaceutique. Monsieur Fabre y reviendra dans la technologie que nous mettons en œuvre pour concentrer nos extraits. Le deuxième atout très important, c'est que c'est une gamme engagée en responsabilité sociale et environnementale. C'était la première marque à arriver en France avec une origine France garantie, donc labellisée, avec des critères mesurés précisément. C'est une marque qui garantit évidemment que nos produits n'ont pas d'impact sur la ressource et qui s'attache à ce que nos fournisseurs soient également évalués sur les conditions environnementales et sociales. Et le troisième atout important, c'est le fait que nos professionnels de santé ne sont pas forcément aujourd'hui très bien formés aux médecines naturelles et nous nous engageons à accompagner ce conseil par des programmes de formation très pointus avec des équipes de formateurs spécialisés et formés, un programme qui aujourd'hui est labellisé par la FNOR pour la qualité de son accompagnement. Je repasse la parole à Monsieur Fabre qui va vous parler de la technologie. Sur l'aspect technique, nous avons fait le choix de travailler sur des extraits de plantes et non pas sur des poudres ou autres produits. Nous recherchons en fait à extraire la plante, solubiliser les molécules qui nous intéressent et ensuite pouvoir les concentrer. Alors pourquoi on procède sur ces extraits? En fait, le premier objectif, c'est de concentrer en principe actif ces produits. L'exemple que vous avez, c'est sur le sureau, on parle de 48 kg de plantes, donne 1 kg d'extrait. Donc on a un facteur de concentration de 48. Cela permet effectivement de concentrer, mais également d'avoir un taux en principe actif qui va être constant parce qu'on va standardiser l'extrait. Donc en fait, on va avoir une activité qui va être régulée et qui va être reproductible et donc avec la satisfaction du consommateur qui va avec. Faire des extraits et également nous permet de nous affranchir de la matrice végétale par elle-même et donc d'améliorer la biodisponibilité de ces principes actifs. C'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est que réaliser des extraits nous permet également de pouvoir éliminer les éventuelles contaminations qui sont microbiennes et autres que l'on pourrait avoir au niveau des plantes. Tout ceci se fait avec, tout au long du procédé, toute une série de contrôles. Nous avons en moyenne 30 contrôles qui sont établis de la plante jusqu'à l'extrait, donc dans ce souci de qualité, de sécurisation et de recherche d'efficacité. Et on procède également au cours de procédé à des contrôles in process, comme on appelle dans notre jargon. Donc des produits concentrés, sécurisés, c'est le choix que nous avons fait. Alors, je vais vous parler de 2 points concernant les enjeux de notre catégorie de produits de santé naturelle. Le premier point est un point réglementaire. Il vous a déjà été soulevé par de précédents intervenants. J'y reviens. Nous avons aujourd'hui une liste de 540 plantes qui a été définie par l'arrêté de 2014 qui sont autorisées pour utilisation en France. Elle ne reflète pas la réalité puisque aujourd'hui plus de 1000 plantes sont acceptées par les autorités réglementaires via le principe de la reconnaissance mutuelle entre pays de l'Union européenne. Le deuxième concept
constat, c'est que la réglementation des allégations sur les plantes est aujourd'hui bloquée. La réglementation des allégations sur les compléments alimentaires est régie par les critères de l'EFSA, qui s'appliquent aux vitamines et aux minéraux, mais il a été reconnu que ce n'était pas applicable aux plantes, puisque nous ne parlons pas ici de chimie, mais bien de plantes, avec une variabilité naturelle et une spécificité qui est due à la partie de chaque plante utilisée. Il ne suffit pas de qualifier de la passiflore, il faut qualifier la partie de la plante. Donc ces allégations aujourd'hui sont en attente et l'on repose uniquement sur les allégations traditionnelles des produits à base de plantes qui évidemment sont assez limitatives. Ce qui entraîne pour le consommateur une absence d'information. Un certain nombre de plantes n'ont pas d'allégation et une difficulté à choisir, parfois même une recherche d'informations sur des sources non maîtrisées de type Internet. Et le deuxième point, c'est qu'il est compliqué tout de même d'innover dans ce cadre-là, puisque nous n'aurons pas la possibilité de communiquer sur les bienfaits des actifs végétaux nouvellement identifiés, si c'était le cas. L'autre point donc, que je voudrais soulever, c'est qu'il est possible de réglementer avec un cadre adapté aux plantes. C'est la possibilité qui vous a été présentée déjà par le syndicat national des compléments alimentaires, avec un principe d'allégation graduée et qui prenne en compte également les aspects de sécurité, de toxicologie et de qualité. Le deuxième enjeu, c'est la formation de nos professionnels de santé. Je vous l'ai dit, le pharmacien se repose beaucoup sur ses fournisseurs pour se former à ces médecines naturelles. Il existe aujourd'hui des diplômes universitaires de phytothérapie et d'aromathérapie qui sont suivis par un certain nombre de professionnels, mais qui nécessitent évidemment du temps pour eux. Or, le pharmacien est au cœur aujourd'hui de la médication naturelle, puisque le consommateur va naturellement s'adresser à son pharmacien pour un conseil. Je voudrais souligner aussi que les professionnels de santé de type pharmacien sont maintenant au cœur du nouveau parcours de soins qui a été défini dans la loi HPST, qui va faire du pharmacien non seulement un dispensateur de médication, mais également un pharmacien clinicien qui devra accompagner la médication à domicile et les traitements ambulatoires, en particulier dans le cas des anticancéreux. Et nous avons beaucoup de patients qui sont en situation de traitement lourd et qui cherchent à compléter par la médication naturelle tous les effets, enfin à contrer tous les effets indésirables de ces médicaments traditionnels. Il est possible de répondre à ce besoin de formation par une formation graduée selon le degré d'expertise attendu du professionnel. On pourrait par exemple imaginer un système comparable à celui de la nutrition où on forme les diététiciens à un certain niveau, les médecins généralistes à un autre niveau en termes de nutrition et les médecins nutritionnistes à un niveau plus expert. Et on peut imaginer que cette formation plus poussée et plus on va dire systématisée, pourrait s'adresser ainsi d'abord à un certain niveau pour des naturopathes, pour des préparateurs en pharmacie, pour des pharmaciens, des médecins généralistes au niveau supérieur ou même des médecins spécialisés en phytothérapie. J'en ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à notre rapporteur, Joël Labbé. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame, merci Messieurs de cette présentation de votre activité et de votre fondation. Je ne savais pas que la raison sociale était fondation. Quelques questions. Vous avez évoqué la ressource locale. Une question par rapport aux Outre-mer où on a une richesse assez extraordinaire. Est-ce que vous travaillez en lien avec les Outre-mer pour votre approvisionnement ? Madame, donc on a en tête la liste des 148 plantes libérées. Donc vous annoncez ce qui est vrai de l'ordre de 1000 plantes ou plus de 1000 plantes qui peuvent être reconnues du fait de la reconnaissance mutuelle. Il se trouve que tout à l'heure j'étais avec un chef d'entreprise qui fait dans le biostimulant. Pas de possibilité d'homologation en France. Il est allé en Autriche, 15 000 € pour avoir son homologation avec les délais. Ensuite, retour en France, ANSES, 2 000 €
et 2 ans de maxi de délai, ce qui alourdit énormément le process. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à cela. Excusez-moi, quand vous parlez de biostimulants, c'est au niveau des cultures. Oui. Cultures. Oui. La question des déremboursements de médicaments de phytothérapie ont-ils entraîné chez vous des baisses de vente? Et enfin, que pensez-vous de ces réflexions, propositions visant à créer ou recréer un ou plusieurs métiers liés à l'herboristerie, permettant aux usagers de disposer d'un conseil avisé par un professionnel formé? Et quels seraient, selon vous, les contours et les limites de cet exercice? Merci. Pour la partie outre-mer, ça y est, oui. Pour la partie outre-mer, nous avons effectivement quelques approvisionnements d'outre-mer. On travaille par exemple sur du monoï. Il y a une IGP monoï qui est mise en place en France et nous approvisionnons dans ce cadre-là le monoï. Nous avons des activités même de recherche. Par exemple, nous avons travaillé longtemps, quelques années, avec un centre en Guyane qui dépendait de l'IRD pour la mise en place d'une plante qui est importante chez nous, qui est le céréal noir épice, qui sert par extraction, on obtient un extrait et qui est utilisé pour lutter contre l'adénome prostatique. Cette plante est localisée en Floride et on a essayé de la mettre en culture en Guyane. Il y a eu des essais qui ont été faits en Guyane. Donc voilà, on a par ces 2 exemples effectivement 2 types d'activités, soit de l'approvisionnement en respectant par exemple une démarche d'IGP ou bien en investissant avec une structure comme l'IRD en recherche. Voilà. Ouais. Par contre, si on se tourne vers l'outre-mer, c'est des plantes d'outre-mer qui nous intéressent. Et autrement, ça n'a pas de sens, hein, bien entendu, même globalement en termes écologiques, ça n'a pas de sens d'aller chercher une plante qui pousse très bien chez nous ou de façon plus proche. Donc, dans notre catalogue, il y a relativement peu de plantes de ce type-là. Mais voilà, par ces quelques exemples, vous voyez que nous sommes capables de nous tourner vers ces départements ou ces pays d'outre-mer. Avec des possibilités de développement, des perspectives de développement éventuellement? Oui, sur place, oui, on fait cela. Alors, ça ne dépend pas de... Par exemple, à Madagascar, nous avons créé une filiale pour la pervenche de Madagascar, pour la cultiver. On vous citait par l'intermédiaire on vous citait la fondation. La fondation a une activité dans le sud-est asiatique, comme a dit Michael, et a investi et a investi au niveau de l'université, a collaboré avec Biomérieux à la reconstruction de l'université des sciences pharmaceutiques du Cambodge. Et en retour, les Cambodgiens ont souhaité que l'on partage ensemble un laboratoire de phytothérapie. Et nous avons effectivement un laboratoire commun et nous investissons scientifiquement au Cambodge. Nous, là aussi au niveau de l'approvisionnement, on a ce souci-là. Donc, même si on est installé dans un pays, là je vous disais Madagascar ou le Cambodge, on a le souci d'un développement local et in situ pour valoriser les ressources existantes dans ce pays-là. Ouais. Je vais peut-être prendre le relais sur la liste des plantes limitatives. Je partage tout à fait le constat qui a été fait par la personne qui vous en a parlé. Il est clair que, en dehors de cette fameuse liste, alors on s'appuie beaucoup sur une liste qu'on appelle Belfrit en France. Donc c'est à la fois la liste de la France, de l'Italie et de la Belgique consolidée. En dehors de cette liste, c'est extrêmement compliqué, bien entendu, puisqu'il y a des plantes qui sont autorisées dans des pays, mais qui sont interdites dans d'autres. Donc on aura toujours un peu de mal à investir sur un produit si l'on sait qu'on a une limitation géographique à son développement. Voilà. Après, pour autant, il est important qu'on puisse s'adapter à la demande du consommateur et qu'on puisse répondre à des plantes qui parfois sont demandées par les consommateurs, qu'on voit fleurir dans la presse ou sur Internet, avec des conditions de sécurisation de l'offre suffisante et une vraie maîtrise du sourcing. Donc je dirais que oui, la liste trop limitée actuellement est un problème.
Si vous voulez bien, je vais revenir sur votre question concernant le remboursement des produits par l'assurance maladie. En fait, c'est un problème beaucoup plus général qui concerne l'ensemble des produits de santé. Comme vous le savez, il y a eu très récemment la réunion autour du Premier ministre et d'un certain nombre de membres du gouvernement du Conseil stratégique des industries de santé. Et un des sujets a été la question des délais d'accès au marché, puisque la France, je dirais, ne respecte pas les consignes européennes d'un délai d'accès de 180 jours. On est bien au-delà, je crois qu'on est à 257. Donc oui, on a un problème de délai d'accès au marché, mais ça concerne, je dirais, l'ensemble des produits de santé, ce n'est pas spécifique à ces produits-là. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner, qui est la question du champ du remboursement. Depuis un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de décisions des autorités publiques de sortir du champ du remboursement d'un certain nombre de produits. J'ai mentionné tout à l'heure le premier produit développé par M. Fabre, qui était le Cyclo 3. Et c'est un produit qui a fait l'objet d'une décision de déremboursement il y a déjà un certain nombre d'années. Et bien évidemment, ça veut dire que l'accès pour le patient est rendu plus difficile puisqu'il n'y a plus de prise en charge par le système d'assurance maladie. Pour la partie des biostimulants, alors, poser un peu une colle, parce que ça sort du champ de notre activité. On les utilise. On a utilisé un d'une façon très, très intéressante. C'était sur l'avoine, qui est une plante importante chez nous. C'est une parenthèse, pour dire quand même qu'on y est sensible. On a eu une augmentation de 40% de production des molécules qui nous intéressaient en utilisant ce type de biostimulant. Et il y a vraiment des choses intéressantes dans l'élicitation, c'est-à-dire qu'on va mimer un stress au niveau de la plante et à ce moment-là, on va stimuler ses défenses et elle est capable de produire certaines substances de façon accrue. Et en production, on a utilisé cela et on l'utilise. On utilise en l'occurrence un produit qui est italien, qui a été mis au point en France, mais qui est commercialisé par une entreprise italienne. Je sais que tous les produits de ce qu'on appelle le biocontrôle, ils sont un peu en marge du statut de phytosanitaire, d'où la difficulté, parce que je pense qu'il manque une certaine reconnaissance sur cela, d'où la difficulté pour eux de pouvoir être mis sur le marché, parce que je pense que par eux-mêmes, ils doivent être exclus de ce champ des phytosanitaires. Ce ne sont pas des produits classiques. De plus en plus d'agriculteurs utilisent ces produits-là et nous, en l'occurrence, même, on les a utilisés avec vraiment une réelle efficacité. Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question complètement. Et enfin, je vous parlerai peut-être Alors, la question de recréer le métier d'herboriste. En réalité, nous sommes plutôt à l'écoute de ce que nos consommateurs nous demandent aujourd'hui. Et les consommateurs français sont particulièrement attachés à la pharmacie française. Alors, d'autant plus attachés que la pharmacie française s'implique beaucoup dans le conseil de ses patients et de ses clients. On est face à des entrepreneurs qui possèdent leur officine et qui ont à cœur d'avoir un conseil fidélisant leur clientèle. Donc, ces consommateurs aujourd'hui font confiance à des professionnels de santé reconnus. C'est pourquoi je pense que la première réponse serait déjà de former beaucoup mieux ces professionnels de santé à l'usage des médecines alternatives, entre guillemets, ou des médecines à base de plantes. La création d'un diplôme d'herboriste qui serait donc accessible à quelqu'un qui n'aurait pas fait des études de médecine. Alors, dans un sens, évidemment, nous sommes favorables à tout ce qui pourra promouvoir l'utilisation de ces médecines naturelles. Et évidemment, il faudrait le faire de façon extrêmement pesée et de façon très mesurée en termes de sécurité. La difficulté de la manipulation des plantes, c'est qu'on l'a vu, il y a non seulement une connaissance botanique nécessaire, mais il y a aussi une connaissance physico-chimique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir assurer la qualité et la traçabilité de cette qualité tout au long du processus de transformation. Les consommateurs sont très très loin de la tisane aujourd'hui. Je vous l'ai dit, le marché des compléments alimentaires, c'est 1 milliard d'euros en pharmacie. Donc ce n'est plus avec de la tisane qu'on prend des plantes aujourd'hui. On les prend avec des compléments alimentaires, ce qui implique une certaine transformation qui nécessite une maîtrise en termes de qualité, de toxicité et de physico-chimie de cette transformation.
Donc je crois qu'il y a nécessairement un niveau de connaissance scientifique de base qui est aujourd'hui nécessaire pour apporter un conseil et un suivi responsable de la médication naturelle. Et enfin, je voudrais souligner que cette médication naturelle, elle vient souvent de façon conjointe, comme je l'ai souligné, avec d'autres médications. Ce n'est pas une exclusive. Et donc, il y a tout de même des interférences, il y a tout de même des précautions de conseil qui sont extrêmement importantes, ce qui est le cœur du métier du pharmacien, à savoir de maîtriser l'ensemble du parcours de soins et du dossier médical du patient. C'est d'ailleurs dans ces nouvelles attributions. Donc, je pense qu'il est utile tout de même de s'appuyer sur une formation reconnue en termes de santé. Merci. Je vais maintenant donner la parole à nos collègues. Je prends peut-être plusieurs questions s'il y en a, puis je vous proposerai d'y répondre. Madame Lamure. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais vous dire d'abord qu'on a toujours beaucoup de plaisir à rencontrer des entreprises qui affichent de belles réussites, qui se développent et qui pourtant sont situées dans des territoires éloignés des métropoles. Ça veut dire toute l'importance aussi pour nos territoires de la vie économique et c'est le cas donc de votre entreprise. Moi, j'aurais deux questions. Votre fondateur Pierre Fabre était pharmacien botaniste. Je ne sais pas la différence entre pharmacien botaniste et pharmacien herboriste. Je ne sais même pas s'il y en a une. Mais surtout, Madame, vous avez parlé de complexité réglementaire, on a bien compris. Est-ce que cette complexité est typiquement française? Est-ce qu'elle vous pénalise par rapport à la concurrence internationale? Est-ce que vous avez des propositions pour alléger cette réglementation? Est-ce que je réponds sur Monsieur Fabre? Comme tu veux. Vas-y Bernard. Non, la différence entre herboriste et botaniste. Un botaniste, en fait, c'est quelqu'un qui classifie, qui reconnaît les plantes et qui les classifie. Un herboriste va plutôt être dans la valorisation de ces plantes. Alors, il a besoin, effectivement, d'avoir des connaissances botaniques pour pouvoir les reconnaître. Puis ensuite, il va les valoriser, ce qui va lui demander, en fait, d'avoir des notions de pharmacologie. Qu'est-ce que je peux en faire? Savoir que la valériane est utilisée comme dans le sommeil. En fait, derrière cela, on s'est rendu compte qu'elle était plutôt antidépressive, ce qui favorisait le sommeil. Et c'est dû à quoi? À quel type de molécules, ainsi de suite. Donc, on est plus dans une logique de valorisation de la plante. Et on est dans une complexité un peu plus grande. Voilà. Enfin, à mon sens. Alors, sur la complexité réglementaire, il est vrai que je pense que nos confrères européens dans les différents pays que l'on connaît ont souvent ce même écueil de la complexité réglementaire. On a beaucoup de relations avec nos syndicats du complément alimentaire en Italie, en Belgique, en Espagne ou même en Grèce, et les problématiques sont les mêmes. Elles arrivent avec le développement de ces médecines naturelles, qui sont aujourd'hui, qui se font de façon très accélérée. Il existe des réponses, et il y a un pays qui nous intéresse beaucoup par sa législation sur les produits de santé naturelle, c'est le Canada. Le Canada a mis au point donc un régime des produits de santé naturelle qui s'appuie bien sûr sur des allégations prouvées, mais de façon graduée. Le cœur du système consiste à alléguer en fonction du niveau de preuve, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les allégations traditionnelles européennes du complément alimentaire, puisque ça marche ou ça ne marche pas, c'est binaire. Donc, c'est vraiment un modèle intéressant et c'est un modèle qui, du coup, permet de ne plus distinguer entre des réglementations spécifiques selon l'usage. De plus en plus de ces produits, et notamment les huiles essentielles, s'utilisent à la fois en topique, donc sous régime cosmétique, mais aussi par voie orale parfois, ou par diffusion. Donc avoir un statut réglementaire différent qui oblige à choisir quel est le type d'usage qu'on va proposer et à interdire tout autre usage est tout à fait évidemment en contradiction avec l'utilisation de l'aromathérapie.
Donc je pense qu'il y a des solutions, effectivement, et qu'elles engagent, évidemment, le cadre européen. Monsieur Laurent. Oui, Madame la Présidente, Madame, Messieurs, vous nous avez parlé de la ressource. J'ai compris que vous privilégiez votre ressource, vous aviez votre potentiel de surface. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes qui règnent sur la protection du végétal. On voit bien qu'il y a tout un tas de plantes telles que l'olivier, le buis, ainsi de suite, qui sont des plantes centenaires et qui ont des maladies, qui ont des difficultés à continuer de s'épanouir. Donc, quand je vois le fort taux de croissance que vous nous annoncez, tant mieux pour vous et tant mieux pour la planète et la société, puisque ce sont des soins plus naturels, comment arrivez-vous à équilibrer cette forte croissance qui va certainement continuer, je vous le souhaite, et puis la ressource qui est aléatoire, avec des protections de ressources phytosanitaires qui ne sont pas possibles ou de moins en moins possibles, le cuivre où il y a une incertitude, puisqu'on sait que le cuivre est une protection qui risque peut-être de ne pas durer, enfin voilà quoi, et ça met en péril le bio en réalité. Hein. Donc c'est un point essentiel, j'imagine, pour vous. Oui, la préservation des ressources passe essentiellement par les cultures. En cultivant la plante, du coup, on respecte sa présence sauvage et ainsi de suite. Donc, c'est le point central dans la préservation des ressources. On cultive, on a choisi de cultiver cela selon un mode bio. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile, il faut développer des techniques, ainsi de suite. Mais la préservation des ressources passe par la culture de la plante. Et ensuite, si la culture n'est pas possible, faire une récolte, tout ce qu'il y a de plus raisonné, sans mettre en péril. Donc, quand je vous disais qu'on a 99% de nos plantes pour lesquelles nous sommes assurés de la ressource, c'est qu'on a fait une analyse complète des risques en termes de ressources. Et on a classé comme ça les plantes, en sachant ont-elles un risque plus de présence, et ainsi de suite, jusqu'à c'est une plante qui est invasive et qui ne pose pas de problème. Donc on a classé comme ça toutes les plantes qu'on utilisait selon une hiérarchie, et comme je vous disais, on a 2 plantes effectivement aujourd'hui, c'est la gentiane et le cèdre de Liban, dont nos besoins montrent elle est à risque, on peut impacter, et bien on a enclenché des démarches, en particulier sur la gentiane, pour avoir une étude complète de l'endroit où on la cultive, où on l'accueille, savoir la présence, si nos actions vont être justement à risque ou pas. Donc on a toute la culture de bien examiner ces ressources-là, inspecter justement le risque qu'on fait porter à ces ressources-là et agir en conséquence. Et les producteurs extérieurs? Vous avez les producteurs extérieurs, donc vous les maîtrisez aussi de la même façon? Nous faisons des audits tous les 2 ans sur ces collaborateurs extérieurs. Oui. Et on travaille avec eux. On a 2 ingénieurs agronomes chez nous, et donc, dont un qui fait des audits, et donc on est vraiment dans la logique de partenariat. C'est ce que je vous disais dans le respect. On est dans des contrats et avec un accompagnement technique qui est apporté par ces 2 personnes-là. Ouais. Merci pour la présentation. Moi, je voulais vous demander justement la proportion de ce que vous produisez vous et de ce que vous achetez donc ailleurs, et pour vous demander également s'il y a des plantes que vous aimeriez utiliser parce que vous en avez mesuré des effets bénéfiques et que vous ne pouvez pas parce qu'elles ne se trouvent pas dans la liste. Est-ce que ça existe dans la liste des 540? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, ça, je vous le dis. Alors, ce que l'on fait, on le fait a priori maintenant, c'est-à-dire qu'on travaille sur ce qui est autorisé. Donc, donc du coup, il y a une autocensure d'entrée. Mais comme c'est une liste qui évolue, effectivement, madame, on a dû laisser tomber certains développements. Oui, ça nous est arrivé. Et aujourd'hui, le champ est beaucoup plus restreint parce que, bien sûr, on est obligé de jouer sur un terrain de jeu qui nous est défini, et donc sur cette liste de plantes. Et c'est ce que disait tout à l'heure Fabienne, alors, c'est que, du coup, c'est un champ qui limite l'innovation. Alors, l'innovation peut être apportée par autre chose, mais il n'empêche que cela limite l'innovation. On a un exemple typique et le développement économique qui va de pair, pas que pour nous, au niveau culture.
On a un exemple typique qui sont par exemple la pharmacopée chinoise ou asiatique. Donc on s'est intéressé à ces plantes asiatiques. D'abord, c'est d'une très grande complexité, mais ensuite, il y a beaucoup de ces plantes qui ne font pas partie des listes possibles en Europe. Voilà, donc on a clos le sujet. Et c'est aussi des plantes sur lesquelles nous n'avons pas d'allégation. Donc pas d'allégation égale pas d'innovation, on n'y va pas. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas la réponse. On pourra vous l'apporter. Parce qu'on l'a, mais excusez-moi, je sais pas. Là, je vous dirai des bêtises et je ne veux pas le faire. Et donc, on pourra vous l'apporter dans un second temps. Mais malheureusement, je préfère vous dire que je n'ai pas cette réponse-là. Oui, avant de vous remercier, parce que je crois que nous avons atteint l'heure limite de notre audition. Je voulais vous remercier à mon tour de votre présentation très intéressante et juste une petite réflexion à travers votre présentation justement, parce qu'on a souvent tendance à opposer médecine naturelle et chimie, bien évidemment, mais je pense que le développement de la phytothérapie, et on l'a vu notamment avec votre gamme Naturactive et les extraits de plantes, où la phytothérapie profite aussi quand même de l'agronomie, de la pharmacologie, des progrès de l'agronomie, de la pharmacologie et de la chimie, à un moment donné, pour mettre en valeur ces principes actifs tirés des plantes. Voilà, c'est pour qu'on n'oppose pas les uns et les autres en permanence, mais au contraire que les uns peuvent servir aux médecines naturelles, et tant mieux, évidemment. Voilà. Merci infiniment d'être venu devant les parlementaires pour présenter ce que faisait le laboratoire Pierre Fabre. Merci beaucoup.